Dans cette salle d'entraînement futuriste, la science et la technologie semblent mettre le rêve de la performance ultime à portée de clic. Corps et cerveau sont poussés à leur maximum, comme s'il était possible de programmer jusqu'aux derniers neurones des athlètes. Sauf qu'on est encore loin de pouvoir enfermer le cerveau dans un logiciel informatique. Si l'on sait aujourd'hui augmenter les capacités cérébrales des athlètes, il reste bien illusoire de prétendre maîtriser parfaitement tout ce qui nous passe par la tête. Le ski, c'est un sport très solitaire. Vous passez le portillon, vous laissez votre équipe et vos entraîneurs, et pendant les 2 minutes qui suivent, vous savez, il n'y a plus personne. Vous n'entendez plus rien, il n'y a que vous et vos pensées, et le vent dans votre casque. On a vite fait de se mettre à gamberger, à penser à ce qui va se passer à la prochaine porte, ou aux erreurs que vous avez faites, ou même à votre prochaine lessive. Les pensées, ça va dans tous les sens, non ? Tous les champions savent qu'il ne sert à rien de doper ses facultés cognitives si l'on n'arrive pas à dompter le flux de ses pensées. Pour faire un sportif parfait, il ne suffit pas d'un cerveau parfaitement calibré. Les sportifs doivent apprendre à en contrôler ses divagations. Même au plus haut niveau, même chez des athlètes qui ont tout un environnement pour contrôler tous les aspects de leur performance, malgré tout, on a encore cette espèce de degré de liberté qui fait qu'il va y avoir un trou de concentration. Ce qui paraîtrait presque inimaginable vu le niveau d'entraînement qu'ont ces gars-là. Ça montre bien que le mental, et notamment la maîtrise de l'attention, ça reste un petit peu la dernière frontière donc pour ce qui est du sport de haut niveau. À l'heure actuelle, les techniques d'entraînement cérébral travaillent encore sur l'hypothèse d'un cerveau uniformément calme. Mais l'univers de la compétition plonge au contraire les sportifs dans un contexte de tension maximale. Pour Manuel Osborne-Paradis, toute la question est d'arriver à contrôler ses émotions pendant les 2 minutes que dure la course. Lancé à plus de 150 km/h, la moindre pensée parasite peut lui coûter la vie ou, à minima, une place sur le podium. Penny Wertner est une ancienne championne d'athlétisme. Depuis 20 ans, elle aide les meilleurs athlètes de la planète à rester au maximum de leurs capacités dans des contextes particulièrement éprouvants. On mesure l'activité électrique du cerveau. On la mesure à la surface du crâne ou du cortex par électroencéphalographie, dans différentes bandes de fréquences, de parler de façon simple. En gros, on a les ondes delta qui sont celles du sommeil. On a θ qui est plus proche de la rêverie, de l'esprit qui divague. Ensuite, on a alpha, puis les ondes bêta, hautes et basses, qui sont celles de la rumination, de la peur générée par le stress. Le retour qu'on a sur l'écran qui est relié aux électrodes nous donne une manière très concrète pour dire « Voilà, c'est là que tu dois être ». Le stress, l'excitation ou les états de concentration extrême font considérablement varier les ondes cérébrales. La technique employée par Penny Wertner permet aux athlètes d'en diriger eux-mêmes les variations. Par la seule force de son esprit, le champion de ski Manuel Osborne-Paradis peut désormais rivaliser avec les meilleurs skippers. Plus il parvient à maîtriser ses ondes de stress, plus vite avance son petit bateau. Quand j'ai commencé ce jeu des petits bateaux avec Penny et moi, on cherchait à quel moment se situaient mes difficultés, où il y avait des chutes de concentration et les moments où mon cerveau se baladait. Et quand on faisait un test de 2 minutes, c'était toujours entre 1 minute 30 et 1 minute 45 secondes que mon cerveau se baladait le plus. Et si vous regardez ma carrière, toutes mes chutes, toutes les courses que j'ai perdues, ça s'est toujours passé entre 1 minute 30 et 1 minute 45. Ils gagnent énormément en confiance à mesure qu'ils progressent dans l'entraînement, parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent effectivement gérer ça par eux-mêmes. Les athlètes avec qui j'ai travaillé pour les JO de Londres en 2012 ont tous les 3 géré ça superbement et donné le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, ils ont gagné des médailles.
aucun logiciel ne donnera jamais aux athlètes un contrôle absolu des émotions qui les animent. Mais il est possible d'apprendre à les orienter pour libérer ses automatismes et laisser s'exprimer sa créativité. Quand vous êtes en confiance, vous sentez que ça coule tout seul. Pour moi, skier, c'est passer de virage en virage et gagner de la vitesse pour prendre le virage suivant. Quand tout va bien et que tu suis ta ligne, ça glisse tout seul. Avec l'anxiété, on a de la tension dans les épaules et ça ne glisse pas. Tout devient mécanique et pas fluide. Si tu utilises ta respiration pour te calmer, alors ça devient facile de se laisser glisser et de laisser la montagne et les skis glisser ensemble. Cet état psychique optimal, où la performance est vécue sans la moindre sensation d'effort ni de travail, le psychologue hongrois Mihály Csikszentmihalyi l'a théorisé au cours des années 90 sous le terme de flow. Pour les athlètes, il constitue une sorte de Graal ultime, aux antipodes des ondes de stress et d'anxiété. Le flow, c'est le fleuve qui coule et il n'est pas en tortillé en train de se perdre dans des rochers dans tous les sens. On est laminaire où tout va dans la même direction, toute l'énergie va dans la même direction. On trouve au niveau neuronal dans cette idée que c'est un état, probablement, qui minimise les interactions, les interférences négatives. C'est pour ça que le flow est aussi décrit généralement comme une impression particulièrement agréable. À la lumière des scanners, le cerveau des athlètes commence à révéler quelques-uns de ses secrets. Et le perfectionnement constant du matériel permet aux scientifiques d'explorer toujours plus la tête de nos athlètes. Il fallait hier 10 000 heures d'entraînement acharné pour espérer un jour entrer dans la légende. 10 000 heures à courir, à sauter, à lancer, à tirer, pour finalement buter contre les limites du corps humain. Mais pour le monde du sport, l'avancée des recherches en neurosciences signe l'ouverture d'une ère nouvelle. Les stimulateurs neuronaux trouvent désormais leur place dans les salles d'entraînement. Le temps de la sueur et du muscle est loin d'être révolu, mais on est bel et bien entré dans l'âge du neurosport. L'athlète avait un corps parfait. Il aura en plus cerveau parfait.